Bonsoir à tous. Je vous propose qu'on démarre. Les participants sont en train d'arriver. Donc bonsoir à tous. Bienvenue au rendez-vous d'OP2 qui sont consacrés ce soir aux clés de la réussite des grands projets ferroviaires. Donc je suis Romain Rabot, je suis responsable de l'innovation et responsable de compte dans le ferroviaire depuis 10 ans au sein d'OP2. Et j'ai le plaisir de recevoir ce soir donc Ludovic de Pierrefeu, qui est directeur de projet chez Alstom et qui va partager avec nous son expérience et ses conseils. Alors, un petit mot avant de démarrer sur les aspects techniques. Le webinaire va durer environ 1 heure, 30 minutes de présentation et puis 30 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à tout moment à poser vos questions dans l'espace questions qui est à droite de votre écran, questions-réactions, et puis Ludovic qui répondra à la fin de la présentation. Pour information, cette session est enregistrée et elle sera disponible en replay. On vous communiquera le lien à la suite du webinaire. Donc, notre invité ce soir, c'est Ludovic de Pierrefeu. Donc, Ludovic, tu es un passionné depuis toujours par les domaines de l'énergie et des transports. Tu m'expliquais lors de la préparation de ce webinaire que tu es arrivé un peu par hasard dans le monde du ferroviaire, qui est pour toi un environnement passionnant, donc en constante mutation et avec beaucoup d'enjeux, ce qu'on verra dans la première partie de ce que tu vas partager avec nous. Donc, tu as dirigé depuis 20 ans de grands projets au sein de Bombardier et Alstom Transport. Et tu es intervenu en particulier sur des projets emblématiques comme l'autorail grande capacité, d'IAGC pour les intimes, le projet Régio de Zen, donc il y a un train régional à 2 niveaux qui a été mis en service en 2014 et dont on a déjà plus de 300 trains qui ont été livrés à ce jour. Et plus récemment, tu as dirigé le projet TGV du futur, alias TGV-M, qui est la 5e génération de trains à grande vitesse français, actuellement en cours de développement et dont la mise en circulation est prévue en 2024. Donc, merci de te joindre à nous ce soir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais vous poser une question afin de connaître notre auditoire. Donc, on a 2 questions qui vont apparaître à l'écran. Donc, la première question sur le secteur d'activité. Donc, est-ce que vous travaillez dans le domaine du transport? Est-ce que vous travaillez dans le domaine de l'énergie? Est-ce que vous travaillez dans le domaine de l'infrastructure? Est-ce que vous travaillez dans le domaine de la défense? Ou est-ce que vous travaillez dans un autre domaine? Donc, n'hésitez pas à répondre à cette première question. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Donc là, je propose de passer à la deuxième question concernant le rôle que vous jouez au sein de ce domaine. Donc, est-ce que vous faites partie des directions générales des comités exécutifs? Est-ce que vous êtes dans la direction de projet, donc soit directeur de projet, soit chef de projet? Est-ce que vous êtes membre d'une core team projet? Ou est-ce que vous êtes sur des fonctions transverses, métiers, achat, ingénierie, etc. Ou est-ce que vous êtes dans une autre catégorie? Donc, merci pour vos réponses. Donc, si on fait le tour d'horizon, donc globalement, Ludovic, ce soir, nous avons autour de la table beaucoup d'interlocuteurs autour du monde du transport, dont le ferroviaire. Donc, la moitié globalement des participants et une deuxième catégorie sur autres. Donc, très bien, on aura affaire à des initiés du transport. Et en termes de fonction, nous aurons affaire globalement à des spécialistes projet, puisqu'on aura presque 30% de directeurs ou chefs de projet et un quart de membres d'équipe projet. Donc, on aura plutôt affaire à des gens du monde du projet dans le transport.
Merci pour vos réponses. Donc, en préparant ce webinaire, en se posant la question, finalement, quelles sont les clés de réussite des grands projets ferroviaires, tu as choisi d'orienter ta réponse autour de 4 axes principaux. Le premier axe sur la bonne compréhension des enjeux d'un grand projet. Le deuxième axe autour de la préparation minutieuse du projet et en quoi ça va contribuer à son succès, à sa réussite. La constitution d'une équipe solide et enfin le rôle du directeur de projet qui est au cœur du pilotage. Donc, sans plus attendre, Ludovic, je te donne la parole. Et quels sont pour toi les grands enjeux d'un projet ferroviaire? Merci Romain. Bonsoir à tous. Très très heureux d'être parmi vous et de pouvoir partager de façon modeste l'expérience que j'ai eu la chance d'accumuler effectivement dans l'industrie ferroviaire depuis une vingtaine d'années. Si effectivement on essaye de résumer un petit peu les enjeux d'un grand projet, alors je n'ai pas la prétention d'être exhaustif dans ce résumé, mais j'ai souhaité effectivement souligner peut-être quelques points. Déjà peut-être pour recadrer un petit peu l'industrie ferroviaire, même si je pense que beaucoup de participants ce soir viennent de cette industrie et donc la connaissent très très bien et peut-être même mieux que moi. On a la chance quand même d'être sur un marché porteur et qui va le rester, à la fois avec le taux d'urbanisation dans le monde, les besoins de mobilité qui demeurent, la transition vers un monde décarboné, on est au cœur de tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, mais qui génère effectivement pour nous un certain nombre d'enjeux et un certain nombre d'obligations. Le marché est très demandeur en termes d'innovation. Alors, on pourrait parler des trains à hydrogène, on peut parler des trains à batterie, on peut citer beaucoup d'autres exemples, mais on est effectivement très attendu dans notre capacité à développer des grands projets, de préférence en temps et en heure. Pour resituer peut-être un petit peu, en prenant un peu de recul par rapport à il y a quelques années, il y a 2 facteurs que je soulignerais. Les produits sont de plus en plus complexes. On embarque beaucoup de technologies, bien sûr, beaucoup de fonctionnalités pour le confort du passager. Bien entendu, les systèmes d'information passagers, les systèmes de Wi-Fi à bord, mais on emmène également beaucoup de fonctionnalités pour la maintenance du train, télédiagnostic, testabilité. Le train communique avec le sol de façon permanente. Toutes les secondes, toutes les millisecondes, on envoie beaucoup d'informations. Donc, ça devient effectivement un engin relativement perfectionné, beaucoup d'électricité, beaucoup de câblage, beaucoup d'électronique. Donc, ça, c'est des aspects qui sont effectivement qui vont dans le sens de la complexité. Recherche de compétitivité économique renforcée, bien sûr. Nos clients recherchent de la compétitivité, donc on peut le citer par exemple le cas effectivement du TGV 2020, dernier projet dont j'ai eu la chance de m'occuper. Effectivement, ça se traduit par des demandes de capacité supplémentaires. On est à plus 20% de capacité que vous découvrirez dans 2 ans. 20% de consommation d'énergie en moins, 30% de réduction de coût de maintenance, en même temps la réduction du coût d'achat. Donc tout ça, effectivement, nous amène à une complexité dans les développements. Et peut-être un petit mot plus spécifique sur le ferroviaire. On a un poids croissant de ce qu'on appelle les aspects validation, homologation. Historiquement, on développait souvent nos produits pour des opérateurs nationaux qui faisaient eux-mêmes la partie homologation il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est dans un univers beaucoup plus normé avec ces aspects-là. Ça complexifie les projets, ça amène à devoir développer une rigueur dans les développements, mais qui impacte assez fortement le fonctionnement des projets. Et puis peut-être effectivement un écosystème qui est quand même très mondialisé. On a quand même des fournisseurs qui sont aujourd'hui dans les 4 ou les 5 continents. Et ça, effectivement, ça change un petit peu, ça augmente pas mal la complexité de la croissance du développement de nos projets. Peut-être un deuxième aspect par rapport à cette industrie ferroviaire, c'est d'abord un monde de passionnés. Alors ça nous fait parfois sourire parce que voir le niveau de passion de certaines personnes, mais c'est quand même assez fabuleux. Et c'est quand même un monde de personnes très compétentes. Les enjeux, c'est vraiment d'arriver à faire travailler tout le monde dans la même direction. Donc, c'est vrai pour les équipes internes,
à nos entreprises, mais c'est vrai pour tous nos fournisseurs, sachant que dans nos fournisseurs, on a à la fois des sociétés, je dirais, d'envergure mondiale parmi nos fournisseurs. On en a d'autres qui sont quand même plus des PME qu'il faut accompagner et emmener avec nous. Et troisième aspect, avant de conclure sur ces enjeux, je pense que c'est important de rappeler l'attention qu'on doit apporter au produit. Il ne faut pas qu'on fasse de compromis sur le produit final. Je pense en particulier en termes de qualité perçue pour les clients finaux, au-delà de nos clients financiers, opérateurs ferroviaires. On pense aux passagers derrière et on sait très bien que le niveau d'attrait que le matériel roulant peut offrir aux passagers est vraiment un aspect qui est essentiel. Satisfaction client est bien entendu une dimension très importante. Bien sûr, pour que le client soit satisfait en tant que tel, mais derrière ça, on a toute la compréhension des vraies attentes du client, de son mode d'organisation, de comment il va travailler avec nous. Et si on n'a pas cette compréhension au départ, on a du mal à planifier et organiser une démarche de projet qui soit pertinente. Donc, ces deux aspects vraiment de dimension produit, de satisfaction client, je pense, sont absolument fondamentaux et ils ne sont pas antinomiques avec la performance financière ou la performance planning du projet. Ça va souvent ensemble. Quand on travaille bien avec son client et qu'au fur et à mesure, on obtient les approbations en temps et en heure, ça permet effectivement de dérouler le projet de façon harmonieuse. Alors, il y a des exceptions, bien entendu, mais je pense que ces deux règles d'attention apportée au produit et de satisfaction client sont quand même quelque part des leitmotifs importants. Tu me parlais du deuxième point, finalement, après la compréhension des enjeux, pour toi, c'était la préparation qui était une clé dans la réussite du projet. Et qu'est-ce que tu entends plus particulièrement dans la préparation du projet? Alors, je pense qu'effectivement, c'est un aspect totalement stratégique. Alors, ça peut paraître effectivement enfoncer une porte ouverte que de se dire qu'il faut bien préparer un projet pour bien le réaliser. Oui, on enfonce la porte ouverte, mais derrière ça, il y a effectivement une réalité. Il faut que les acteurs principaux soient à bord, je dirais, dès le démarrage du projet, voire même avant. Donc, ce que les anglo-saxons appellent l'onboarding des acteurs. Effectivement, c'est un aspect important. Il faut aussi se projeter en détail dans comment on va structurer le projet. Toute la planification qu'on peut monter en avance, tout ne va jamais se dérouler tel qu'on le prévoit, mais ce n'est pas une raison pour la planifier. Et donc ça, il faut effectivement bien travailler en détail sur la stratégie générale de déroulement du projet. La structuration, enfin l'organisation, je reviendrai tout à l'heure sur la partie équipe, la partie organisation générale, les process en place. Le volet planning est totalement stratégique, donc la structuration du planning, là aussi, ça peut paraître effectivement relativement évident, mais dans les détails, ça ne l'est pas. Peut-être un petit mot sur la partie du responsable ou des responsables planning dans les projets. C'est, je pense, un rôle qui a passablement évolué dans les dernières années. On demande vraiment aux responsables planning non seulement d'être capable au fur et à mesure de mesurer l'avancement du projet, donc faire une photographie d'avancement, et ça, ça reste essentiel, mais on attend également du ou des responsables planning de se projeter, d'identifier les tendances, de proposer des solutions. C'est un rôle qui est très stratégique et j'insiste dessus parce que, à ma connaissance, il n'y a pas d'école de planificateur. C'est un métier en tant que tel. Finalement, on a assez peu de profils dans notre industrie, on a assez peu de profils qui ont cette formation à la base ou qui ont cette capacité à la base. Donc, ça reste une ressource extrêmement rare, très stratégique. Bien sûr, d'autres volets comme la gouvernance de tout ce qui est risque et opportunité, c'est pas simplement à lire dans des termes financiers, c'est essayer d'identifier au fur et à mesure tout ce qui peut faire déraper le projet. Alors, on n'est jamais exhaustif dans cette analyse-là, mais ça n'est pas un exercice théorique, ça doit être très structuré, mais ça doit être
le rôle de chacun dans l'équipe de projet de contribuer à cette analyse-là, parce qu'effectivement, ce volet-là, c'est vraiment écouter les signaux faibles et essayer au fur et à mesure d'identifier les sujets, de les traiter avant qu'ils se matérialisent de façon trop forte. Ce que j'appelle gestion contractuelle est un autre axe clé. Alors derrière ça, il y a de la gestion des requis purement contractuels, mais il y a bien la gestion des requis, y compris les requis techniques. Et dans notre industrie, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement stratégique. On a une attention à la gestion des requis beaucoup plus importante encore que ce qu'on pouvait voir il y a 20 ans. Je mentionnais tout à l'heure la complexité de toutes les procédures de validation, d'homologation. Avoir une gestion stricte des requis, c'est le préalable à effectivement le fait que les opérations d'homologation se passent bien. La phase de démarrage du projet est stratégique. Il faut effectivement pas hésiter à investir au début. Par expérience, les grands projets pour lesquels le démarrage se passe pas bien se terminent pas toujours en catastrophe, mais quand même souvent en projet problématique, et les équipes rament derrière pour rattraper la situation. Donc la partie démarrage, elle est absolument stratégique. Là aussi, ça peut paraître relativement évident, mais on a beaucoup d'exemples où effectivement ce démarrage a été assez mal anticipé. Peut-être un dernier mot également sur la partie préparation. On était plus historiquement, en tout cas dans des projets que j'ai pu connaître, très séquentiel dans l'intervention des différents métiers. Donc l'ingénierie faisait la conception et puis il transmettait un dossier aux équipes de fabrication qui fabriquaient, et puis on transmettait le dossier aux équipes de service après-vente qui faisaient la maintenance ou qui faisaient les opérations de garantie. Aujourd'hui, un de nos enjeux quand même, c'est d'arriver effectivement à avoir une conception où on prend en compte tous ces volets de façon immédiate dans une approche intégrée. Donc, c'est effectivement les notions de conception pour une bonne fabrication, de conception pour une bonne maintenance. On voit bien que ça n'est pas évident, puisqu'on fait travailler ensemble des gens qui n'ont pas forcément une culture de communication les uns avec les autres. Donc, on doit casser les silos. Et ça, c'est effectivement relativement stratégique pour que les projets se passent bien. Constitution, peut-être si on passe. Tu parlais justement des femmes et des hommes passionnés du monde du ferroviaire. Le troisième point que tu souhaitais aborder et qui était un point clé pour toi, c'est la constitution d'une équipe solide sur le projet. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors effectivement, c'est peut-être le sujet qui me tient le plus à cœur. Non pas que ce que je vous ai dit précédemment en termes de retour d'expérience et de préparation minutieuse ne soit pas valable, mais je pense qu'effectivement, le volet équipe, c'est vraiment la clé de la réussite. Un grand projet, ça n'est en aucun cas une aventure individuelle, c'est une aventure collective. Et donc, c'est vraiment, si l'équipe elle est solide et l'équipe est solidaire, ça fonctionnera. Donc, c'est cette notion de synergie collaborative qu'effectivement, je souhaite un petit peu mettre en avant. L'efficacité globale, elle vient bien de la façon dont les gens vont travailler. Donc, bien sûr, ça veut dire que quand on constitue une équipe, on doit réunir des compétences variées. Alors, bien sûr, il faut que les gens aient des compétences techniques et managériales suffisantes et nécessaires. Mais derrière ça, je pense qu'il faut insister sur la variété de profils. Variété de profils, on peut la lire sous différents axes. Dans une équipe, on a des gens qui sont très analytiques, et on a absolument besoin de gens qui soient très analytiques. Et en même temps, on a des gens qui peuvent être relativement intuitifs, qui ont le don de sentir les situations. J'en ai connu un certain nombre dans ma carrière. Et finalement, c'est la somme de ces deux profils, à la fois des gens qui sont très analytiques et des autres qui sont très intuitifs. C'est leur approche combinée qui, quelque part, nous amène à, je dirais, un petit peu sentir ou appréhender les situations. Et cette variété de profils, elle est importante. On peut aussi la lire en termes de seniorité.
Effectivement, dans un projet, alors a fortiori dans un grand projet, on a des équipes qui sont relativement nombreuses, donc on a des gens qui sont, je dirais, plus jeunes, d'autres qui sont moins jeunes, plus expérimentés, moins expérimentés. Là aussi, c'est relativement riche de mélanger ces profils-là parce que les méthodologies de gestion de projet, mais aussi les sujets techniques, évoluent quand même de façon assez continue. Et donc, avoir cette variété de profils, c'est quand même un gage de réussite collective. Bien sûr, il faut une relation ou une représentation équilibrée des différents métiers. Chacun a un rôle à jouer. Le métier gestion de projet ou project management a un rôle à jouer, mais il n'a pas à se substituer aux autres métiers. Chacun doit contribuer, chacun doit être responsable et accountable en mauvais français. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Hein. Ça reste toujours effectivement un aspect. Voilà, l'équilibre est toujours fragile. Néanmoins, c'est fondamental, effectivement, que tout le monde soit contributeur. Et puis, effectivement, je revenais sur la notion de risque. C'est bien ensemble qu'on doit détecter les risques et les difficultés. Ça veut dire qu'on doit organiser la remontée des informations, parce que le pire, c'est les informations qui ne remontent pas, et puis le problème augmente, et il vous passez-moi l'expression, pète à la figure. Ça arrive, mais c'est en aucun cas satisfaisant. Donc, on n'a pas la prétention, je pense qu'aucune équipe de projet peut prévoir tout ce qui va se passer. Néanmoins, se mettre en ordre de bataille collectif pour détecter les sujets en avance de phase, c'est le plus important. Et peut-être effectivement un autre aspect, chaque membre de l'équipe de direction de projet, je pense qu'il a 2 mandats. Il a bien sûr son mandat individuel qui couvre la responsabilité dont il a la charge, mais chaque membre de l'équipe doit ou devrait avoir un mandat de travail au sein de l'équipe et d'être quelque part force de contribution au sein de l'équipe. Donc, ça ne veut pas forcément dire passer son temps à se mêler de ce qui n'est pas de sa responsabilité propre, mais il faut le faire de façon, je dirais, proactive et positive. C'est en confrontant les points de vue qu'on arrive à déterminer les meilleures solutions. Donc, c'est quelque part quand même un mode de fonctionnement, ce côté collectif et ce côté solidaire dans l'équipe. Pour moi, c'est vraiment un aspect, peut-être l'aspect le plus important de la réussite d'un grand projet. En tout cas, j'ai toujours eu la chance d'avoir des équipes qui ont fonctionné comme ça. Et c'est à la fois très satisfaisant parce qu'on arrive à résoudre un certain nombre de sujets, mais du point de vue humain, c'est extrêmement riche. Et effectivement, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Peut-être un dernier mot sur le volet de l'équipe. Il y a une notion de dynamicité, passez-moi l'expression. Ça bouge. Un grand projet, c'est souvent long. Il y a des cycles. Donc l'équipe doit évoluer. Elle peut pas être figée. Hein. Et puis les gens ont besoin de se renouveler, de faire autre chose. Donc, on comprend bien le rôle et l'importance de l'équipe. Et puis, à la tête de l'équipe, au sein du projet, il y a le directeur de projet qui est au cœur du pilotage. Et tu souhaitais nous en toucher quelques mots. Oui, effectivement. Là aussi, je dirais en toute modestie, un grand projet, c'est par essence compliqué. Il y a des aléas. La réussite et l'échec sont jamais très éloignés l'un de l'autre. Hein. Donc, il n'y a que quand le projet est vraiment terminé qu'on peut porter un jugement rétrospectif sur le niveau de réussite. Mais effectivement, c'est toujours très sensible entre échec et réussite. Il faut effectivement rester modeste. Le rôle du directeur de projet est effectivement, je pense, important. C'est important déjà de comprendre et de partager les enjeux du projet. Donc, de les comprendre, ça veut dire de les identifier. Alors, bien sûr, ça n'est pas seulement le mandat du directeur de projet de les identifier, mais je pense qu'il faut quand même
avec le reste de l'équipe, les identifier, bien les partager, parce que ça, là aussi, si les différents intervenants dans le projet, que ce soit des intervenants internes ou externes au niveau des fournisseurs, ne comprennent pas ou ne partagent pas les enjeux du projet, ça va poser un certain nombre de difficultés. Le directeur de projet doit également être capable de connaître les forces et faiblesses internes et externes. Alors là aussi, on ne connaît jamais tout, mais on a forcément des points de force et des points de faiblesse dans l'organisation qui est mise en place ou dans la réponse, par exemple, qu'un fournisseur fait pour tel ou tel sous-système. Donc ça, il faut l'avoir en tête parce qu'effectivement, le rôle de l'équipe de projet est aussi quelque part de compenser ou d'essayer de compenser ces faiblesses en mettant en œuvre des solutions, en tout cas pour les compenser. Peut-être pour revenir un peu plus spécifiquement sur mon expérience en tant que directeur de projet, on doit avoir une vision de synthèse de l'avancement, mais le directeur de projet doit également avoir la capacité de plonger dans les détails si nécessaire. Alors, ça ne veut pas dire que quand on plonge, on est à l'aise dans tous les détails techniques. Je n'aurais pas cette prétention, en tout cas pas en ce qui me concerne. Mais il faut quand même avoir cette capacité ou cette dualité d'être capable d'avoir une vision de synthèse et de plonger dans les détails si nécessaire. Alors en général, quand on plonge dans les détails, il y a beaucoup de bonnes âmes qui vous expliquent effectivement le détail, donc ça aide à comprendre. Mais on ne peut pas se contenter effectivement d'une vision de synthèse. Il faut pouvoir plonger dans les détails de temps en temps. Un autre volet qui me paraît, en tout cas de mon expérience, important, c'est vraiment le rôle du directeur de projet par rapport aux autres acteurs de l'équipe. Le directeur de projet, il doit assurer le pilotage, mais il ne doit pas faire le travail des autres et il ne doit pas se substituer aux autres. Ça veut dire quelque part qu'il faut essayer de laisser une autonomie importante aux différentes personnes de l'équipe projet pour mener à bien les activités qu'elles ont menées à bien. Alors, c'est beaucoup plus facile à faire quand on a une équipe solide avec des gens d'expérience, donc c'est plus facile d'organiser cette autonomie. Néanmoins, ça reste sur le principe souhaitable par rapport à une notion de pilotage centralisé qui est assez présomptueuse sur un grand projet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas décider sur certains sujets, mais piloter de façon centralisée, je pense que le risque est de s'enfermer dans sa tour d'ivoire et d'être très loin des vrais sujets. Donc effectivement, cette notion d'équilibre, elle me tient à cœur. Alors je mentionne précaire parce qu'effectivement, c'est le cas. C'est pas voilà, l'équilibre est jamais parfait. Peut-être pour finir, effectivement, quelques mots en termes de compétences ou de mindset en mauvais français. Donc effectivement, une forme, il faut savoir écouter, il faut être pragmatique, garder effectivement son sang-froid, essayer d'anticiper. Alors c'est pas toujours facile. Adaptabilité, capacité à décider, à arbitrer, effectivement, bonne résistance au stress. En termes de compétences, je dirais, moins comportementales que ce que je viens de citer, si on veut qu'un directeur de projet soit efficace, il faut qu'il connaisse les acteurs et les process de l'entreprise dans laquelle il travaille. Il faut savoir faire évoluer régulièrement l'organisation. Et il faut aussi que le directeur de projet ait la capacité d'agir avec autonomie et agilité. Ça paraît évident à le dire. C'est pas toujours évident dans certaines entreprises. Alors, je sais pas forcément mon expérience dans les deux entreprises, Bombardier et Alstom, dans lesquelles j'ai eu la chance de travailler, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de maturité de l'organisation pour savoir que le directeur de projet doit avoir une certaine autonomie. Mais on a des organisations qui sont peut-être un petit peu moins matures de ce point de vue-là. Alors c'est vrai que l'industrie ferroviaire est quand même composée en particulier d'entreprises qui ont une vraie culture projet. Donc ça aide, mais effectivement c'est un point qui est relativement important. Et puis peut-être pour finir, un aspect qui me tient à cœur également,
c'est la capacité de décider. Le directeur de projet est quelque part payé pour décider. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les décisions qu'il va prendre seront les meilleures, parce qu'on est dans un univers qui est par définition incertain, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours toutes les clés ou toutes les informations pour décider avec 100% de probabilité de réussite. Mais effectivement, le principe, c'est quand même d'essayer de cerner les sujets, de prendre les avis des uns et des autres, et puis d'avancer. Donc, par moment, là, on se dira après que c'était peut-être pas la meilleure décision, mais une décision imparfaite vaut mieux qu'une non-décision. En tout cas, sur les grands projets, c'est mon expérience. Alors, il y a des exceptions dans les décisions. Il faut pas, voilà, on peut pas, par moment, il faut laisser un petit peu de temps au temps, mais quand même, globalement, il faut essayer d'avancer, je dirais, sujet par sujet. Et c'est quand même comme ça qu'on enclenche une spirale vertueuse et à la fin, effectivement, on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. En conclusion, avant les questions, merci pour vos réactions, il y a beaucoup de réactions et beaucoup de questions. Là, mais encore quelques minutes là, pour y arriver, juste finalement, en synthèse, les quelques conseils là, que tu donnes à notre auditoire ce soir sur les clés de réussite d'un grand projet. Oui, alors effectivement, la notion d'équipe solide, hein, ça, bien sûr, ça paraît évident, mais c'est vraiment la clé. Et je réinsiste sur le côté collectif de l'équipe, hein, la notion de solidarité entre les personnes, et je dirais la prise en compte de différents profils qui se complètent les uns les autres. Bien sûr, la notion d'écoute et d'ouverture, parce qu'effectivement, un grand projet combine finalement des savoir-faire très très différents, que ce soit en termes de conception, en termes de fabrication, en termes de mise en service, de service après-vente garantie, etc. Donc, il faut absolument être capable d'écouter et d'être ouvert aux suggestions des uns et des autres, calme et sans froid. Alors ça, c'est bien entendu facile à dire. Par moment, je pense que on peut bouillir intérieurement. Bon, passer en mode panique de manière générale n'aide pas. Voilà. Après, il peut y avoir de bonnes raisons par moment, mais calme et sang-froid sont quand même de préférence recherchées. Organisation et systématisation, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu au niveau de la préparation. Là aussi, ça paraît évident, hein, donc ça n'est pas voilà, c'est pas une invention. Néanmoins, le niveau de détail qu'on va mettre à préparer l'organisation et à préparer l'architecture temporelle, l'architecture d'organisation du projet, c'est des choses qui sont importantes. Alors, dans la vraie vie, ça ne se passera jamais comme on l'a prévu. Néanmoins, si on essaye de bien couvrir de façon un peu systématique les sujets, ça va nous aider. Et puis, effectivement, la notion de petit pas après petit pas, il y a des difficultés et le principe des projets, c'est qu'il y a de la difficulté. Mais voilà, on règle les problèmes les uns après les autres et effectivement, au bout d'un certain temps, l'horizon général s'éclaircit et on avance. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà, c'est plus des axes de réflexion que toujours des outils extrêmement pratiques. Je pense que ça reste assez pratique au regard des réactions que j'ai justement, que je vais vous partager. Donc, on a maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, c'est le moment des questions-réponses. Donc, justement, sur les aspects pratiques, tu vois, une réaction là sur ton conseil de décision. Finalement, justement, c'est assez pratique parce que dans les livres que partage la personne, là, c'est qu'on n'a pas forcément ce conseil de prendre de décision pour avancer, mais plutôt évoquer tous les risques, etc. pour avancer dans le projet. C'est vrai que confronté à la vie réelle de ce que tu as pu vivre sur un projet comme tu les as vécus, il faut avancer. Donc, je vais prendre une première question là sur voilà, par rapport à ton expérience dans le domaine ferroviaire, quelles sont les principales problématiques que tu as rencontrées sur tes projets durant ces 20 ans?
Alors, ça sera difficile de faire un catalogue des problématiques que j'ai pu rencontrer. Par Oui. nature, la vie d'un projet, c'est assez varié. Donc, il y a des problématiques, par exemple, de type organisationnel, où on se dit, voilà, sur tel ou tel sujet, on n'a pas forcément bien compris au départ la portée de nos engagements. Et donc, on est amené à effectivement rectifier le tir et, je dirais, renforcer assez massivement l'équipe sur tel ou tel sujet. Ça, c'est des sujets que j'ai pu connaître. Des sujets de problématiques techniques, hein. Alors, on a des problématiques techniques très variées qui peuvent arriver sur un sujet. Je veux dire, on commence enfin, voilà, nos collègues de l'ingénierie font une conception, ils ont des outils de plus en plus sophistiqués pour, je dirais, valider ou prévalider par de la modélisation les performances. Néanmoins, voilà, on n'est pas à l'abri d'aléas techniques, hein. Les sujets fournisseurs sont bien sûr des sujets relativement compliqués, parce qu'effectivement, pour que le produit final soit à maturité, ben, on emmène avec nous des centaines de fournisseurs. Donc effectivement, des fournisseurs qui, je dirais, ne sont pas au rendez-vous, soit du point de vue de maturité technique, soit du point de vue maturité des livraisons, ça arrive. Donc je dirais, il n'y a pas de règle en termes de grandes problématiques qu'on peut rencontrer. L'éventail est relativement ouvert. Après, je dirais, la règle reste, je pense, la même, c'est d'essayer de régler les problèmes les uns après les autres. Voilà, il n'y a pas, malheureusement pas de recette magique, mais effectivement, faut être prêt quand même quelque part pour une forme d'imprévu. On essaye de diminuer cette partie imprévue en essayant de planifier le mieux possible les choses. Mais effectivement, la partie inconnue demeure dans les projets. Très bien. Alors, une question sur la satisfaction client. Jusqu'où pouvons-nous aller dans la satisfaction client sans dégrader la performance financière du projet? En synthèse, où mettre le curseur finalement dans cette équation? Alors, c'est une question compliquée parce qu'après, chaque client va être un petit peu différent, mais le plus souvent, quand même, la satisfaction client et la performance financière ne sont pas nécessairement antinomiques. Pour que le client soit satisfait, il faut bien sûr que le produit qu'on lui a promis soit au rendez-vous en tant que produit. Mais c'est aussi qu'on ait développé avec le client une démarche collaborative et qui soit un succès. Alors après, ça va dépendre des clients. On a des clients qui, historiquement, sont très, très compétents techniquement et qui donc vont être très, je dirais, quasiment intrusifs dans les développements qu'on va faire. D'autres clients vont être beaucoup plus focalisés sur une notion de résultat. Mais dans tous les cas, je pense que la règle, c'est d'essayer d'avoir un fonctionnement avec le client qui soit bien travaillé en avance de phase pour bien comprendre comment est-ce qu'ils vont réagir, quels sont les points sur lesquels le client va porter son attention particulière. Et c'est quand même cette capacité d'appréhender en avance de phase le mode de fonctionnement du client et donc comment quelque part le satisfaire, pas simplement au niveau du produit, mais au niveau de la démarche générale. C'est quand même ça qui va nous aider à rester dans les pures financières du projet. Alors, c'est pas, voilà, c'est pas, on n'est pas dans un monde idyllique, hein. Je dirais chaque client a un peu ses particularités. On a des clients qui sont plus difficiles que d'autres, mais c'est en travaillant comme ça qu'on essaye de dérisquer les choses du point de vue de la performance financière. Très bien, merci. Une question plutôt sur l'écosystème. On est toujours un peu en amont là, sur l'écosystème ferroviaire. Euh, Comment travaillez-vous dans un schéma gagnant-gagnant avec l'ensemble de cet écosystème, fournisseurs, partenaires et ressources internes? Alors là aussi, il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas de règle parfaite puisque l'écosystème va être fait d'entreprises de taille mondiale. Alors on peut citer Webtec et puis Knorr-Bremse qui sont, je dirais, les deux mastodontes dans nos équipementiers
matériel roulant ferroviaire qui ont des tailles très, très, très importantes, mais on travaille également avec des tas de fournisseurs sur certains sujets qui ont des surfaces financières qui n'ont rien à voir avec ces deux mastodontes. Mais je dirais le principe, c'est quand même d'essayer d'amener les gens à bord le plus tôt possible, d'être le plus explicite possible dans nos requis. Alors bien entendu, il y a un jeu contractuel client-fournisseur, mais au-delà de ça, c'est quand même bien en associant nos fournisseurs dès le démarrage, qui comprennent les enjeux du projet, qu'on leur explique le planning, les attentes principales du client, les points de fragilité. C'est bien comme ça qu'on essaye de déminer les choses. Alors, c'est pas une garantie de résultat. On a toujours des sujets compliqués, mais la notion de communication avec nos fournisseurs, tant internes qu'externes, elle est très importante. Donc, ça passe effectivement bien par toute une série de séminaires en démarrage, de réunions régulières pour les tenir au courant de l'avancement du projet, de travail des différents métiers ou des différentes fonctions en lien avec les fournisseurs internes comme externes. La trame relationnelle est quand même extrêmement importante. Alors, bien entendu, il y a toute une notion de requis contractuel, etc., qui demeure. Mais je dirais cet aspect animation de la collaboration avec les fournisseurs, elle est fondamentale parce qu'elle élimine quand même un certain nombre de sujets ou de malentendus. Alors, ça n'est de nouveau pas, c'est pas l'épreuve de tout, enfin, c'est pas une garantie de réussite par principe, mais bon, la démarche est quand même importante. Très bien, merci pour la réponse. Donc j'ai une question sur voilà, est-ce que la direction de grands projets dans un groupe de la taille d'Alstom est selon vous la même euh, pour la mise en place dans une PME? Bon, j'imagine que c'est pas forcément sur la taille de l'équipe parce que la réponse est évidente, mais peut-être sur les conseils que tu pourrais apporter, est-ce que finalement ça s'applique selon toi à une PME? Ça ne va pas s'appliquer peut-être de la même façon. Je pense que les grands principes vont demeurer, c'est-à-dire qu'effectivement, le directeur de projet, l'équipe de projet, ils ne sont pas seuls à travailler. La notion d'entraînement des uns et des autres, enfin, tout le monde doit travailler ensemble. Donc, c'est vrai dans des entreprises de la taille d'Alstom, où effectivement, il y a beaucoup d'intervenants internes, mais c'est vrai également dans des entreprises de taille moindre, où effectivement, la notion de collaboration active entre métiers, que ce soit en termes de conception, d'approvisionnement, enfin d'achat, de provisionnement, de fabrication, je pense que les constantes vont rester les mêmes. Après, effectivement, les tailles des équipes ne vont pas être forcément les mêmes, mais cette notion de transversalité, d'arriver à faire travailler tout le monde ensemble, il n'y a pas de raison qu'elle soit autre en fonction de la taille de l'entreprise. J'allais même dire, dans une entreprise de taille peut-être un petit peu plus faible, effectivement, un projet va peut-être concerner très vite, je dirais peut-être pas la totalité des effectifs de l'entreprise, mais une grande partie. Donc cette notion je dirais, d'entraînement où il faut associer tout le monde, elle est d'autant plus importante. C'est clair, très bien. J'ai une question donc quelqu'un qui vient du domaine de l'automobile où il explique que la prise de décision et l'arbitrage se font de manière très rapide. Euh, donc la question, c'est le directeur de projet dans le ferroviaire peut-il prendre ces arbitrages seul ou faut-il remonter dans la hiérarchie et donc allonger les délais? Probablement une question autour finalement du périmètre d'autonomie du directeur de projet dans le monde du ferroviaire, en tout cas dans le contexte que tu connais. Oui, alors après, ça va un petit peu dépendre des organisations internes des entreprises. Je dirais que le directeur de projet est capable de prendre un certain nombre de décisions, je dirais, sans nécessairement avoir besoin d'en référer aux étages supérieurs, si c'est des décisions qui ont des portées en termes de planning ou d'engagement de coûts relativement limitées. Après,
quand on gère des projets de plusieurs milliards d'euros, je dirais que des décisions des décisions à 100 000 euros ou à 500 000 euros ou à 1 million d'euros, c'est normalement du ressort du directeur de projet. Après, bien entendu, le fait de prendre la décision, ça fait partie du mandat du directeur de projet. Mais derrière ce mandat, il y a la contrepartie, c'est la notion d'information. C'est-à-dire qu'effectivement, la prise de décision, elle est vraiment, en tout cas jusqu'à un certain stade. Alors, je pense qu'après, les entreprises ont aussi des règles d'engagement, hein, qui varient selon la taille de l'entreprise et la taille de projet. Mais cette notion de prise de décision, elle est en général assez bien définie. Mais de nouveau, elle va ensemble avec la notion d'information. Et très souvent, sur des sujets complexes, effectivement, le chef de projet va prendre la décision, mais souvent, il aura mis dans la boucle, je dirais, d'autres intervenants, à commencer par sa propre hiérarchie. Un autre domaine dans les questions, plutôt les aspects réglementaires. Donc, comment réussissez-vous à intégrer et anticiper les changements réglementaires dans votre industrie? Alors ça, c'est un sujet effectivement compliqué, puisqu'on est aujourd'hui dans des processus de validation d'homologation qui sont aujourd'hui pilotés au niveau européen, avec la création de l'Agence ferroviaire européenne. Mais là, on a des équipes, en tout cas, une entreprise comme Alstom a des équipes qui font de la veille réglementaire. Et d'ailleurs, c'est une obligation contractuelle, hein, que nous avons vis-à-vis dans un projet comme TGV 2020, vis-à-vis de notre client SNCF. On a cette obligation réglementaire, contractuelle, de faire cette veille. Après, effectivement, derrière la notion de veille, il y a la notion de compréhension, effectivement, je dirais, de la façon de présenter un dossier de validation, un dossier d'homologation. Et donc, il y a aussi des notions de retour d'expérience de projets successifs, hein. Je dirais, on est aujourd'hui dans des cadres réglementaires qui sont relativement récents et qui ont quelques années. Au fur et à mesure qu'on homologue du matériel roulant, voilà, on accumule du retour d'expérience. Bon, c'est vrai au niveau français, c'est vrai dans une société comme Alstom qui est par essence internationale. On a aussi des contacts avec nos collègues dans les autres pays européens qui passent par effectivement les mêmes chaînes d'action ou de collecte de données pour arriver à la partie validation homologation. J'ai plusieurs questions qui convergent sur ce que tu as évoqué, le fait de travailler ensemble dès le début du projet. Donc, il y a deux questions. En fait, la première sur finalement, tu évoquais un schéma plutôt séquentiel où l'ingénierie faisait de l'ingénierie et puis la production faisait de la production. Aujourd'hui, on fait travailler les gens ensemble. Déjà, comment on fait pour changer d'univers? Et puis la deuxième question, c'est aujourd'hui, avec les problématiques de budget, charge budget en amont, donc potentiellement peu d'heures allouées en amont, comment on fait sans trop plonger dans la technique et donc exploser les budgets? Alors, effectivement, le principe, c'est bien de faire travailler les gens en groupe pluridisciplinaire dès le démarrage. Donc, quelque part, de forcer à casser les silos, de manière à ne plus travailler, comme je le mentionnais tout à l'heure, de façon séquentielle, mais bien travailler de façon intégrée. Donc, c'est bien asseoir à la même table, je dirais, les représentants des différentes fonctions dans une logique, par exemple, client-fournisseur interne, où le premier client de l'ingénierie, c'est la partie production qui va fabriquer. Donc, arriver à ce que effectivement les impératifs de bonne production ou de bonne capacité de maintenir soient pris en compte dès le départ. Donc, ça peut parfois être un investissement initial, parce qu'effectivement, on va mettre peut-être un petit peu plus de gens au début, mais je dirais l'expérience ou les expériences qui ont pu être menées successivement sont plutôt positives par rapport à ça. Donc cette notion de colocalisation, elle est importante. Alors, bien sûr, on est en parallèle dans un monde, je dirais, mondialisé, où tout le monde n'est pas forcément localisé au même endroit.
Il y a aussi du télétravail qui est en place. J'allais dire qu'on essaye, s'il y a des notions de télétravail, que les équipes aient à minima des points de rencontre certains jours de la semaine où ils sont par définition tous présents. En tout cas pour les gens qui sont localisés physiquement dans le même site. Après, effectivement, les gens qui sont, je dirais, localisés dans d'autres sites, là aussi, il y a des rituels de gouvernance assez stricts à mettre en place et à faire vivre pour éviter que les gens soient désynchronisés. Mais globalement, je pense qu'on arrive ça fonctionne plutôt bien et enfin, le projet TGV 2020 a connu, je dirais, comme tout le monde, la période Covid, en particulier le premier confinement. Et moi, j'ai été vraiment bluffé de voir la capacité des gens à s'organiser pour créer des routines, pour les faire fonctionner. Bon, ça a remarquablement bien marché. Alors, bien sûr, ça n'a duré qu'un temps, puisque bon, le confinement, heureusement, n'a pas duré si longtemps que ça. Mais les gens ont mis en place quand même des modes de fonctionnement qui ont pu compenser. Et donc, il y a certainement des pistes de réflexion sur l'avenir où la notion de télétravail qui est quand même en train de je dirais, systématiser à hauteur, en tout cas, de 1 ou 2 jours par semaine, n'est pas contradictoire ou n'est pas antinomique avec le fait de co-localiser les équipes et de travailler ensemble. Parfait. Toujours une question un peu des ressources et des équipes. C'est comment faites-vous aujourd'hui pour sécuriser le bon déploiement des projets, notamment dans une période de rareté des ressources? Et vous évoquiez en amont les enjeux croissants du monde du ferroviaire. Comment vous arrivez à pallier en fait ces deux éléments qui peuvent paraître contradictoires? Là, le sujet des ressources est un sujet compliqué. Alors, c'est un sujet compliqué, je pense, pour tous les acteurs économiques, quels qu'ils soient aujourd'hui. Il y a quand même, enfin, les réponses sont d'abord au niveau de l'entreprise, hein, sur les efforts qui sont faits pour attirer les gens et les retenir. Donc, en tout cas, côté Alstom, il y a des actions de fond qui sont lancées, je dirais, de façon plus plurimétier. Alors, souvent, c'est les RH qui pilotent, mais en associant énormément de personnes des différentes fonctions. La caractéristique d'un grand projet, fait que souvent, on a plus de volontaires internes pour travailler sur les grands projets, parce que bon, il y a un côté un petit peu emblématique qui est attaché aux grands projets, donc on souffre peut-être un petit peu moins que des projets de taille plus modeste des sujets de ressources. Néanmoins, ça reste toujours relativement fragile. Je mentionnais tout à l'heure, par exemple, certains métiers comme le sujet planning. Il y a vraiment un manque chronique de ressources dans ce domaine-là dans l'industrie. Donc on n'hésite effectivement pas non plus à faire appel à de l'assistance externe. Donc on peut pas ne vivre que d'assistance externe. Mais effectivement, on travaille quand même beaucoup avec des prestataires ou des consultants dans différents rôles. Alors c'est relativement traditionnel dans les équipes de conception, en ingénierie. On a des partenaires relativement fidèles, mais c'est également vrai sur des domaines comme le planning ou la gestion de projet. Mais effectivement, sur un grand projet, je le mentionnais en introduction, les premiers mois sont totalement stratégiques pour la réussite du projet. Donc, il faut effectivement essayer d'avoir les ressources. Si on ne les a pas en interne, il ne faut pas attendre trop longtemps, il faut essayer de les trouver en externe à défaut de les trouver en interne. Alors, parfois, on ne trouve pas, ou on ne trouve pas tout à fait ce qu'on cherche. Mais là, il faut être proactif et solutionner les sujets les uns après les autres. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Merci pour ta réponse. Dernière question. Alors, il y a encore pas mal de questions, désolé, on ne pourra pas toutes les prendre, mais une dernière question peut-être un peu plus légère, on va dire, autour de est-ce que vous auriez une anecdote à partager avec nous qui vous a fait avancer dans le pilotage de vos projets? Je dirais que si j'avais une anecdote, c'est peut-être effectivement pour avoir travaillé à l'époque sur le Touareg grande capacité, quand le premier train est sorti d'usine
pour aller commencer les essais, il ne fonctionnait pas. Effectivement, je me rappelle à ce moment-là du patron de l'ingénierie, mais aussi tous ses adjoints qui ont mis leur salopette et qui ont été débugger le train au sens propre du terme. Alors, c'était un train plus mécanique et peut-être moins électrique ou moins électronique que ne sont les trains d'aujourd'hui. Mais j'avais trouvé ça génial. D'abord parce qu'ils ont réussi à débugger le train, mais parce que finalement, le message que ça envoyait, quand le patron de l'ingénierie a mis son bleu de travail, il ne cherchait pas à envoyer un message, hein, il cherchait vraiment à faire avancer la chose. Mais cet effet d'entraînement que ça crée est absolument extraordinaire. Et les gens s'en rappellent. Alors, les gens se rappellent également, on avait fait à une époque également sur ce projet des réunions sandwich pendant 6 mois, tous les jours à midi, pour faire le point parce que ça n'avançait pas. Et il y a des gens qui, des années après, me parlent encore des réunions sandwich. Moi, personnellement, ça m'a passé pendant quelques années l'envie de manger des sandwichs. Mais les gens ont gardé un souvenir ému des réunions sandwich parce qu'effectivement, ce côté de collaboration collective, il y avait une dynamique et finalement, chacun se retrouvait comme un acteur clé dans cette dynamique. Donc, ce côté collectif est effectivement extrêmement gratifiant pour chaque individu, mais pour l'équipe complète. Ben, écoute, je pense que c'est une très bonne anecdote pour terminer ce webinaire. L'aventure collective que tu as plusieurs fois souligné, illustrée autour des réunions sandwich de midi. Merci. Écoute, merci beaucoup Ludovic pour ton retour d'expérience, le temps que tu as pris et que tu nous as accordé ce soir. Merci à tous pour votre participation. Donc ces webinaires, comme je disais, ont pour vocation de partager des expériences et des conseils autour de notre cœur de métier qui est la performance des projets complexes. Donc si vous souhaitez intervenir ou partager vos expériences, j'aurai plaisir à en discuter avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis de la réussite dans vos projets. Merci beaucoup à tous. Merci Romain. Et bonne continuation à tous.